faisait à la pioche le soir et la nuit. Donc plusieurs mois de travail, malgré cela aucune découverte. Mais comme il était plutôt tenace, eh bien l'année d'après il a entamé sur un second niveau de galerie, où là par contre il a découvert silex taillé et ossements d'animaux fossilisés. Donc là mine de rien, ça commence à le conforter dans son idée qu'il est sur la bonne piste pour trouver cette empreinte d'ascon ou tout du moins quelque chose d'aussi intéressant. Donc il s'est rendu à la mairie de Montignac afin de déclarer ses découvertes et également d'obtenir un permis de fouille provisoire qu'on lui a accordé. Une fois son permis en poche, il a entamé un troisième niveau de galerie. Et là, il s'est retrouvé confronté à un obstacle. Cet obstacle, c'était en fait une énorme dalle de calcaire qui était la voûte de cette grotte qui s'était effondrée. Puisqu'à l'époque néandertale, on imagine donc qu'ici, on avait toute une cavité. Alors, eh bien, cette voûte effondrée, elle était lourde, instable et relativement dangereuse pour le coup. Eh bien, Roger Constant a quand même pris le risque d'aller ramper par-dessous ces effondrements. Et heureusement qu'il a fait ça, puisque c'est à peine 5 mètres plus loin qu'il a découvert la fameuse mâchoire néandertale. Comme quoi, les risques payent de temps en temps. C'était le 22 septembre 1957, à peu près vers minuit. Et puis là, les scientifiques sont arrivés et malheureusement, la situation s'est dégradée. Puisqu'ils ont complètement exclu Roger Constant des découvertes, c'est allé assez loin. Si je puis dire, il a eu de la chance. Il y a des gens qui ont été expropriés suite à des histoires comme ça. Ce ne serait pas le premier cas qu'on voit. Eh bien lui, c'est grâce à la mairie qu'il y a réchappé. Le maire et tous les conseillers municipaux de l'époque ont donné leur démission en signe de soutien à M. Constant. Donc il est resté en retrait et seuls les scientifiques ont continué. Alors ces scientifiques, ils ont d'abord emprunté les galeries déjà creusées par Roger Constant. Ils ont aperçu cette fameuse voûte effondrée, mais l'ont trouvée beaucoup trop dangereuse. Du coup, ils l'ont détruite avec des micro-explosifs. Ils ont repris les fouilles par le sommet jusqu'à découvrir la sépulture tout au fond au niveau des panneaux. Alors aujourd'hui, le gisement est donc recouvert d'une bâche. Alors cette sépulture, elle était entièrement dallée en pierre sèche et recouverte à gauche du côté des sépultures d'ours d'une dalle funéraire qui pesait entre 700 et 800 kg. Dalle qu'ils ont dû briser aussi pour pouvoir apercevoir ce qui se trouvait par-dessous. Donc à droite, à l'emplacement de la sépulture humaine, ils ont découvert le squelette de l'homme de Néandertal. Par contre, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'est devenu son crâne. On a la mâchoire inférieure, mais il nous manque toute la boîte crânienne. Alors peut-être que ce crâne, il y a plusieurs hypothèses. Bon, pour l'instant, on n'a pas de certitude. Il est peut-être encore ici. En fait, en 64, quand les archéologues sont partis, les premiers, ils n'avaient pas fini de fouiller. Ils n'avaient fouillé le site qu'à seulement un tiers. D'où la reprise des fouilles actuellement. Donc peut-être que le crâne est encore dans les parties non fouillées. Peut-être qu'il a été retiré par des hommes préhistoriques pour faire un rituel avec. Ou tout simplement emporté par des animaux de passage dans la grotte, sans faire exprès, mais un qui gratterait, qui délogerait le crâne, et puis un autre qui l'emporterait un peu plus loin, par exemple. Donc pour l'instant, ça reste un gros point d'interrogation. On espère quand même pouvoir mettre la main dessus pendant les prochaines fouilles. Donc le squelette, lui, était en position fétale, avec dans le prolongement de ses jambes 2 tibias d'ours brun, posés là intentionnellement. Et tout autour de lui étaient disposées diverses offrandes. Vous aviez là quelques outils, dont une pointe de lance déposée au niveau de son thorax, quelques ossements d'animaux qui étaient probablement des trophées de chasse, et ce que l'on appelle un nucléus. En fait, un nucléus, c'est un bloc plus ou moins gros de silex pur, matière très précieuse à l'époque. C'est un petit peu comme si vous enterriez quelqu'un avec de l'or aujourd'hui. Du coup, les scientifiques se sont dit que si ce néandertalien était enterré avec quelque chose d'aussi important, c'est peut-être parce qu'il était lui-même important, tout à fait. Un chef, pourquoi pas, un chaman, voire même un grand chasseur. Les grands chasseurs étaient très importants et puis c'est vrai que celui-ci avait quand même une pointe de lance au niveau de son torse et des trophées de chasse avec lui. Ils ont aussi examiné la terre en dessous du squelette. Ils y ont découvert des traces de pollen. On peut donc en déduire qu'il avait été enterré avec des fleurs, comme on le fait encore de nos jours. Et puis son corps avait ensuite été recouvert par un tumulus de pierre. Donc ce sont ces gros tas de pierres qui recouvrent les tombes. Comme ils mettaient à l'époque directement le corps en terre, eh bien le tumulus va en quelque sorte protéger la dépouille des possibles prédateurs et charognards qui pourraient passer par là. On va donc situer l'emplacement de la tombe afin d'éviter de marcher dessus et ce faisant respecter le défunt. Alors ce squelette, c'est à Paris qu'il a été envoyé en premier lieu au Muséum d'histoire naturelle. Ils ont pu déterminer approximativement son âge grâce à ses dents. Il aurait eu entre 15 et maximum 25 ans. Néandertal pouvait quand même vivre jusqu'à 40-45 ans.
Et puis finalement c'était probablement un homme, mais on n'en est pas certain. En fait chez Néandertal le bassin n'est pas tout à fait aussi caractéristique que chez nous. Effectivement chez nous les sapiens, les femmes ont le bassin plus large que les hommes pour faire passer plus facilement les enfants. Et bien chez Néandertal les hommes avaient le bassin assez large aussi. Donc si vous voulez, si vous avez les deux bassins au complet, hommes et femmes côte à côte entiers, vous pouvez voir quelques différences. Mais comme le nôtre est incomplet, c'était pas possible de déterminer par rapport au bassin. Du coup, ils n'ont fait que supposer son sexe. D'une part, par l'épaisseur de son ossature, plutôt forte, et d'autre part, par le fait que s'il était vraiment chef, chaman ou chasseur comme on le pense, on a tout de même plus de probabilité que ce soit un homme, plutôt qu'une femme. Le sexe reste indéterminé, mais la balance penche plutôt en faveur de l'homme. Ensuite, on avait une petite construction dans cette sépulture. En fait, les hommes de Néandertal avaient construit deux petits murs parallèles, comme ceci, au niveau des panneaux en bas là-bas, au niveau de la sépulture toujours. Alors, ils n'étaient pas très hauts, ils faisaient tous les deux 3 mètres de long et avaient été construits perpendiculaires contre la paroi de la grotte. Et sur ces deux petits murets, ils avaient posé la dalle funéraire qui pesait entre 700 et 800 kg. Donc, vous aviez tout un coffrage. Et sous la dalle funéraire, ils ont découvert le squelette complet d'un ours brun, installé avec ses ossements rangés par ordre de taille. Grand avec grand, petit avec petit, etc. Cet ours aurait été sacrifié pour lui, tué, cuit et mangé sur place. Ils ont tout d'abord retrouvé les traces d'un feu, qui aura probablement permis la cuisson, mais ils ont surtout retrouvé des traces de racloirs, qui sont visibles au microscope sur quelques-uns des ossements de l'ours. Donc à partir de là, on sait bien qu'il a été dépecé, pour le coup mangé. Du coup, les scientifiques ont émis sur ce site l'hypothèse du culte de l'ours. Alors l'ours à la base, c'est déjà un animal qui nous ressemble beaucoup par son comportement. Il est plantigrade, omnivore, très intelligent et très fort, il est aussi chasseur, pêcheur, cueilleur. Et alors là, je vais réellement parler d'hypothèses, puisque ce sont des croyances. Certains scientifiques pensent que l'homme de Néandertal ne savait pas vraiment ce qu'était que l'hibernation. Par contre, comme il vivait quand même au sein de la nature, il voyait bien que l'ours disparaissait au fond des grottes pendant plusieurs mois. Il aurait pu, dirons-nous, interpréter ça de façon un petit peu plus mystique, un peu plus symbolique. En quelque sorte, s'imaginer que l'ours va aller, toujours de façon symbolique, mourir dans la grotte à la fin de l'automne, pour renaître au printemps comme la nature autour de nous. Il suit le même schéma. Il représente le cycle des saisons, le cycle de la nature, disparaît lorsque celle-ci meurt et réapparaît lorsqu'elle refleurit, revient à la vie. Du coup, ils auraient associé l'ours à, c'est ce que l'on appelle finalement un cycle perpétuel de renouveau, et lui auraient accordé comme une sorte de pouvoir, de symbole de renaissance. Et en faisant ces rituels, ils auraient espéré pouvoir transmettre le pouvoir de l'ours à l'homme. Ils ont quand même retrouvé dans ce gisement une vingtaine de ce que l'on appelle des pierriers. Ce sont en fait des monticules de pierre faits par les hommes, qui renfermaient beaucoup d'ossements d'animaux divers et variés, et surtout près de 2000 ossements d'ours brun. Donc on a quand même une multitude d'ossements qui ont été disposés de façon intentionnelle et qu'on peut aussi interpréter comme cultuels, ce qui n'a fait que renforcer cette théorie du culte de l'ours. Alors la question me revient assez régulièrement, les grands murs qui sont à gauche là-bas ont été bâtis par les scientifiques. Ils sont contemporains effectivement, donc dans les années 60, ils servent tout simplement de support afin de soutenir la petite voûte qui est instable et protéger la galerie de l'effondrement. Par contre, la grotte, elle, s'était complètement effondrée au fil du temps. Entre les divers éboulements qui se succèdent, le sédiment qui se dépose et la voûte qui s'effondre, ils ont estimé sa fermeture totale, son effondrement total à il y a 24 000 ans à peu près.